Bon, ben, je te présente en 2 minutes, mais vraiment Ouais, 2 secondes, juste pour dire que je suis très content que tu sois là pour nous parler donc, de l'Anthropocène. On va aborder cette notion par le prisme des images en partie, par le prisme… Devant un Géorgien, attends, parce que là, on est en conférence. C'est pas grave. Les aléas du direct, les aléas du direct. Donc, bon, bref, tout ça pour vous dire que Rémi Beau, philosophe, qui va aborder donc ces images de l'Anthropocène. Merci, ça m'a un petit peu perturbé. Merci Rémi. Tu vas te présenter toi-même. ouais, non, merci Rémi. Écoute, je commence par te remercier aussi d'avoir retrouvé ce créneau et donc dans ces conditions un peu particulières, mais qui nous permet quand même de tenir effectivement cette conférence. J'aurais préféré venir à Bordeaux, mais ce sera pour une autre fois. Et donc effectivement, alors moi je suis chargé de recherche en philosophie et je travaille sur les questions de philosophie de l'environnement, sur les questions d'éthique environnementale, sur des questions d'écologie politique aussi. Et donc j'ai été amené à travailler aussi sur la notion d'anthropocène. Je vais vous expliquer un peu comment et pourquoi. Et je vais en parler durant cette séance, notamment à travers disons, les représentations visuelles, enfin certaines représentations visuelles, parce qu'il y en a beaucoup, de la notion. Et donc, il va s'agir aussi bien de photos, de représentations de tableaux, mais aussi de graphiques, de figures. Donc, c'est dans un sens très large que je vais entendre ces images de l'Anthropocène. Alors, je vais faire euh, il y aura à peu près, enfin, il y aura même très précisément 3 temps dans ma présentation. Dans un premier temps, je vais essayer de revenir pour vous donner. Alors, bon, c'est une notion, et on en avait discuté avec Rémi, c'est une notion de l'Anthropocène qui est maintenant largement partagée, qui est introduite dans l'espace public, au moins depuis les années 2010. Même depuis les années 2000, et on pourrait remonter encore avant, mais donc ça a dépassé largement le cercle des chercheurs, si bien qu'on parle assez fréquemment d'Anthropocène dans les médias, et il y a une abondante littérature qui traite de la notion, mais je reviendrai quand même sur la façon dont l'hypothèse a été introduite et puis dont elle s'est accompagnée très rapidement de représentations visuelles, d'images et notamment de courbes. Donc dans cette première partie, au fond, j'essaierai de proposer quelques rappels sur la notion d'anthropocène. Et puis les deux parties suivantes, en fait, vous les annoncez, va me permettre d'expliquer un tout petit peu la première image que vous voyez à l'écran, qui est un montage. Alors c'est un montage maison qui n'est pas fantastique, mais qui est un montage d'une image que vous aurez peut-être connue du film Le Bon, la Brute et le Truand, sur laquelle j'ai plaqué une image du globe sur l'arène dans laquelle les trois protagonistes vont s'opposer. Et en fait, ce montage, il est inspiré d'un article d'un géographe qui a écrit un article sur donc cadrer l'Anthropocène, le bon, la brute et le truand. Et en fait, l'idée de ce géographe était de souligner le fait qu'il y a des interprétations très différentes de l'Anthropocène, des interprétations qui s'opposent même frontalement, et c'est ce que je vais évoqué dans la deuxième partie, avec une opposition entre une conception donc de bad versus de good anthropocène, donc deux interprétations diamétralement opposées qui consistent tout simplement à développer une conception très négative face à une conception positive. Et donc, je présenterai quelques représentations visuelles associées à ces deux interprétations. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de montrer comment, en fait, cette opposition un peu manichéenne entre un bon et un mauvais anthropocène n'est pas très féconde sur le plan, ni sur le plan théorique, ni sur ce que l'on peut en faire du point de vue de la recherche, les pistes que cela peut ouvrir, et puis pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et qu'on peut suivre plutôt une voie qui serait
plus ouverte à la diversité, moins tranchée, proposant des analyses plus fines de ce qui est en train de se passer et qui renvoie la figure un peu trouble du truand. Et donc, ça sera la troisième partie à propos dans laquelle je vous proposerai également quelques images et représentations qui, disons, incarnent ce troisième type de positionnement. Donc, vous n'hésitez pas à poser éventuellement des questions dans le chat si vous le voulez, s'il y a des questions de compréhension, voire de lever la main. Je ne sais pas comment vous organisez habituellement, mais j'essaierai de surveiller le chat si je dois, si vous avez des questions de compréhension dans un premier temps. Alors, je commence cette première partie avec une première représentation de l'Anthropocène. Bon, représentation très classique de la Terre sur laquelle on voit apparaître une empreinte digitale qui symbolise, au fond, l'emprise de l'humanité sur la Terre dans sa globalité, sur le système Terre lui-même. Alors, pourquoi c'est une représentation, au fond, assez fidèle à l'idée qui a été introduite initialement d'Anthropocène? Eh bien, parce que quand Paul Crutzen, donc, qui est un biochimiste de l'atmosphère, introduit dans l'espace public à travers un article et avec un biologiste, Jens Sturmer, la notion d'Anthropocène. Alors, voilà, il y a des travaux qui montrent qu'on utilise le terme précédemment, mais enfin, on retient souvent dans la littérature l'introduction par Paul Crutzen. Eh bien, la définition qu'en propose Paul Crutzen, c'est celle d'une nouvelle époque, un nouvel âge dans l'histoire de la Terre, qui se définit par le fait qu'il y a des micros qui ne sont pas tout à fait fermés, par le fait que l'humanité, prise dans sa globalité, et on va revenir sur les problématiques que ça pose, mais l'humanité serait érigée en force géologique prédominante, c'est-à-dire que elle aurait transformé l'ensemble des grands systèmes biochimiques de la Terre, et que ce serait dorénavant, disons, une force prédominante dans l'histoire de la planète, et que ce changement de régime de la Terre imposé par les humains, justifierait de définir une nouvelle période du temps géologique. Alors, cette nouvelle période du temps géologique, elle nous invite à penser le temps très long, un temps beaucoup plus long qu'habituellement, que les repères qu'habituellement on adopte lorsque on pense les questions environnementales ou les questions associées à l'histoire humaine, puisque si vous prenez par exemple cette représentation-là, qui représente toute l'histoire de la Terre par cette spirale, eh bien, ça consiste à dire, vous voyez la dernière portion représentée, qui est l'Holocène, période dans laquelle nous nous situons toujours d'ailleurs, parce que l'Anthropocène n'est pas reconnu officiellement, je vais y revenir, mais ça consisterait à créer une nouvelle portion dans cette spirale du nom d'Anthropocène, qui serait cette nouvelle époque de la période quaternaire. Mais donc, vous voyez que ça donne une profondeur temporelle très importante, et cela pour souligner le caractère, disons, l'ampleur des transformations imposées par les humains à la planète. Alors, j'ajoute que, donc je reviens sur le fait que l'Anthropocène aujourd'hui n'est pas une période officiellement validée par les scientifiques qui s'occupent de définir les différents âges de la Terre. Donc, c'est la définition d'une période, d'un âge ou d'une époque, enfin de toutes les subdivisions dans l'échelle des temps stratigraphiques, répond à une procédure très codifiée,
Et donc, c'est une proposition qui est encore examinée, qui fait l'objet de différents travaux. Mais si vous regardez aujourd'hui la représentation officielle de cette échelle des temps, des subdivisions de l'histoire de la Terre, l'Anthropocène n'apparaît pas encore. Tout simplement parce que la période n'est pas reconnue officiellement. Mais encore une fois, si vous regardez cette échelle, il s'agirait d'ajouter au-dessus de l'Holocène, période dans laquelle nous nous trouvons depuis environ 11 000 ans, eh bien, une nouvelle époque. Alors, l'idée défendue par Paul Crutzen et Eugene Sturmer, quand ils introduisent le papier, c'est que nous sortons donc nous changeons de régime du point de vue du système Terre, et cela, on peut l'interpréter à la lumière des limites planétaires qui ont été définies par Stephen et ses collègues, qu'il appelle Planetary Boundaries, montrant la façon dont ces transformations globales, enfin ces transformations observables à l'échelle globale de la planète Terre et du système Terre, eh bien, peuvent renvoyer un certain nombre de limites, ou on pourrait dire plutôt frontières, que nous sommes en train de dépasser ou que nous avons déjà dépassé, et qui nous conduisent à sortir de ce qu'ils appellent, alors c'est pas très facile à traduire en français, mais disons un environnement sûr pour le développement des sociétés humaines. C'est-à-dire que si l'on sort de cet espace défini représenté sur ce graphe, eh bien, l'on se trouve dans des conditions, d'une part, inédites du point de vue de l'histoire des civilisations humaines, et d'autre part, qui s'annoncent comme extrêmement, eh bien, disons, difficiles pour continuer le développement des sociétés humaines. Et donc, c'est cette idée qu'il y a derrière l'idée d'Anthropocène, l'idée de sortie de cet espace, de cet environnement sûr dans lequel nous pouvions continuer. Et nous sommes, et les civilisations humaines se sont développées. Alors, bien sûr, une des questions cruciales qui s'est immédiatement posée, enfin en tout cas cruciale pour les géologues et pour les personnes qui s'occupent de la définition de ces subdivisions du temps géologique, c'était de se dire, mais après tout, quand est-ce que nous sommes dans ces cas-là, quand est-ce que nous serions entrés dans cette nouvelle période? Alors, il y a, et il existe toujours une diversité de propositions de ce point de vue-là. Crutzen et Sturmer, dans leur article, proposaient 1784. Pourquoi 1784? Parce que c'était le dépôt de brevet de la locomotive à vapeur de James Watt. Et donc, cela renvoyait au fond au début de l'industrialisation, on appelle parfois la révolution industrielle, et donc moment où l'on basculerait vers un autre, l'amorce, disons, de la bascule. Il y a des propositions qui renvoient à des périodes bien plus anciennes. Je ne vais pas m'étendre sur ces propositions-là, mais certains proposent de faire remonter l'Anthropocène, disons, dès l'invention de l'agriculture. Ce n'est pas les propositions les plus défendues. La proposition la plus défendue aujourd'hui, c'est celle d'un Anthropocène plus tardif, qui démarrait dans les années 1950. Pourquoi? Eh bien parce que à partir des années 1950 se produit ce que vous voyez à l'écran et ce qui a pu être décrit comme une grande accélération. Alors, cette grande accélération, c'est une grande accélération que l'on peut observer dans les flux de matière et d'énergie, dans la production de biens manufacturés, dans la consommation d'un certain nombre de ressources naturelles. Bref, vous voyez que toutes ces courbes qui se cabrent dans les années 1950 marquent un phénomène assez significatif. Alors, on pourrait entrer dans le détail de chacune de ces courbes. Il y a
certaines représentations, par exemple le nombre de restaurants McDonald's que vous voyez sur la troisième courbe, on pourrait se dire qu'on peut choisir un certain nombre de critères de manière plus ou moins arbitraire, mais vous voyez qu'il y a bien cette idée qui accompagne l'idée d'anthropocène de montrer une accélération brutale, de montrer quelque chose d'assez impressionnant du point de vue de ce qui est en train de se passer et d'assez inédit. Et c'est comme cela que s'avance l'hypothèse de l'Anthropocène. Il s'agit vraiment d'insister sur le caractère inédit, impressionnant de cette accélération. Alors, de ce point de vue, on peut dire, au fond, pour résumer cette première présentation, disons, assez neutre enfin, en tout cas fidèle à la manière dont elle a été introduite par Crutzen, que l'Anthropocène renvoie à deux caractéristiques principales. La première, donc, c'est celle que j'ai évoquée initialement, le temps long, entrer dans le temps long de l'histoire de la Terre, qui est un changement d'échelle temporelle par rapport à la façon dont on pense l'histoire et l'histoire humaine. Et le second, c'est bien insister, la seconde caractéristique, pardon, c'est bien insister sur l'intensité des changements en cours et l'intensité que l'on peut mesurer d'une certaine façon, par des chiffres, par des données, et qui va pouvoir se représenter, être représenté par ces courbes. Alors, ça peut être représenté par des courbes, mais ça peut également, on peut essayer de donner à penser ce qu'est cet anthropocène et le représenter par un certain nombre d'autres représentations visuelles, par exemple des photographies. Alors, si on regarde ce que j'ai ajouté, alors je m'excuse parce que je n'avais pas affiché la conversation, je vois qu'il y avait des questions qui apparaissent au fur et à mesure. Je vais être plus vigilant pour essayer d'y répondre au cours de ma présentation. Et donc, je disais, il y a d'autres façons de le présenter. Et j'ai sélectionné quelques photographies, notamment des photographies issues d'un livre, alors d'un géographe canadien, Edward Burtynsky, qui travaille beaucoup sur des questions, notamment des représentations de paysages pollués ou donc des paysages que l'on pourrait décrire comme des paysages de l'Anthropocène. Alors là, c'est un livre, toutes les photographies que je vais vous présenter sont issues de ce livre qui est précisément intitulé Anthropocène et où vous allez voir que l'accent est mis sur le caractère, disons, colossal, démesuré des activités humaines qui entraîne cette bascule dans ce nouvel âge de la Terre. Alors, par exemple, vous voyez là l'immensité, la quantité de déchets que l'on peut observer. C'est à Nairobi, au Kenya. Vous voyez qu'il y a une dimension, disons, il y a une sorte de gigantisme de cette montagne de déchets. Un autre paysage, alors j'ai sélectionné quelques photographies, il y en a bien d'autres dans ce livre et j'aurais pu en prendre d'autres. Un paysage d'usine pétrochimique au Texas, une exploitation de phosphate en Floride. Et vous voyez que les paysages représentés, il y a en tout cas ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut voir comme une recherche de la part du photographe, c'est de donner, il y a tout de même une esthétisation de cet anthropocène qui est quelque chose d'à la fois un peu terrifiant, un peu inquiétant, et puis quand on regarde ces paysages, on peut s'empêcher parfois aussi de les trouver beaux. Et ce trait caractéristique de ce qu'on pourrait appeler une esthétique de l'Anthropocène, il a été étudié, il a été décrit notamment par l'historien de l'environnement Jean-Baptiste Fressoz, qui soulignait le lien entre l'Anthropocène et l'esthétique du sublime. Il a écrit un texte sur l'Anthropocène et l'esthétique du sublime. Pourquoi ? Eh bien parce que cette esthétique du sublime, alors pour rappel, l'esthétique du sublime, elle a été définie notamment par le philosophe Edmund Burke,
au XVIIIe siècle, et au fond qui souligne, enfin, qui décrit les sentiments, les sensations que l'on peut ressentir face à une nature qui nous dépasse, qui nous terrifie d'une certaine manière, et donc qui est toutes ces sensations ressenties face à une omnipuissance de la nature. Eh bien, l'Anthropocène recycle en quelque sorte cette esthétique, mais dans laquelle on voit apparaître l'ambiguïté d'une omnipuissance humaine. Et je vais y revenir dans les différentes interprétations qu'on peut faire de cette notion d'Anthropocène. Mais en tout cas, vous voyez transparaître de ces photographies cette esthétique, dans ces photographies, cette esthétique du sublime. Alors, je continue. Là, vous voyez ici des mines de lithium au Chili. Là encore, cette dimension esthétique. On est dans l'Imperial Valley en Californie, où donc exploitation agricole. Et enfin, dernier extrait que j'ai sélectionné, la déforestation et des plantations de palmiers à Bornéo en Malaisie. Où là encore, on voit ce caractère impressionnant des transformations imposées et de la déforestation à très, très grande échelle. Donc il y a bien cette dimension d'insister sur les ordres de grandeur dans les représentations de l'Anthropocène. Alors, toutes ces représentations, elles viennent en quelque sorte à l'appui de l'hypothèse selon laquelle il y aurait bien eu un basculement, que nous serions bien entrés dans cette nouvelle époque et dans ce que la revue Nature, hein, l'une des plus grandes revues scientifiques, définissait comme une époque humaine, puisque c'est la traduction au fond littérale de Anthropocène, époque de Anthropos. Et donc on voit cette représentation, cette belle couverture de Nature où il parle de cette époque humaine. Et je vais revenir sur cette représentation de cette époque humaine dans la troisième partie. Alors, j'ajoute juste dans cette présentation que initialement, comme je vous l'ai dit, c'est une proposition qui, pensait-on, concernait principalement, disons, les scientifiques qui s'occupent des sciences de la Terre, des sciences de la vie et de la Terre, et donc les géologues, les stratigraphes, les physiciens éventuellement. Mais en réalité, très rapidement, cette façon d'annoncer une grande réunion entre l'histoire géologique, l'histoire de la Terre, l'histoire naturelle de la Terre et l'histoire sociale et politique des humains a attiré les chercheurs en sciences humaines et sociales. Pourquoi ? Eh bien parce que il s'agissait d'essayer de s'intéresser au récit historique que consistait qu'invitait à penser l'Anthropocène, notamment à travers cette idée d'une ère de l'anthropos, cette homogénéisation de l'humanité qui eh bien, semblait effacer, gommer les disparités, les diversités de situations, les diversités quant aux responsabilités. Là encore, je vais y revenir dans ma troisième partie. Mais donc, très rapidement, un certain nombre de projets de recherche en sciences humaines et sociales eh bien, se sont lancés autour de cette notion d'anthropocène, si bien que il y a une littérature aujourd'hui assez abondante en sciences, ou on pourrait dire également en humanité environnementale, sur cette notion d'anthropocène. Alors là, je représente juste l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec Catherine Larère qui s'appelle Penser l'Anthropocène et qui témoigne notamment, parce que c'est un ouvrage collectif, hein, de la diversité, de la très grande diversité des approches de l'Anthropocène et des disciplines qui se sont emparées de l'Anthropocène. Ça me permettait d'introduire aussi une des représentations possibles visuelles de l'Anthropocène,
puisque, vous voyez, alors ça c'était pour ne pas le cacher, un choix de l'éditeur qui était d'évoquer cette façon, donc à travers ce géoglyphe, hein, le Long Man of Wilmington, de montrer comment cette idée d'un homme qui impose sa marque dans les paysages et qui impose sa marque sur toute la surface de la Terre. Donc, toujours est-il que aujourd'hui, on peut dire que la notion est bien installée dans le champ des humanités environnementales, et on va voir si bien installée qu'elle fait l'objet d'un grand nombre de critiques. Alors, je réponds en passant à l'interrogation sur est-ce que l'esthétisation de l'Anthropocène est une sorte d'euphémisme des impacts environnementaux. Alors, ça va rejoindre pour partie mon deuxième point qui va opposer le bon et le mauvais Anthropocène. Alors, on pourrait le dire, même si l'ambition, notamment d'un Burtynsky dans cette représentation, certes esthétisante, mais représentation des transformations, c'est bien de souligner la gravité, l'ampleur de la transformation des paysages. Donc, on pourrait se dire que l'un des effets non désirés par l'artiste, ce serait une euphémisation, mais l'intention de l'artiste est en tout cas de souligner l'importance et l'ampleur de ces transformations. Alors, précisément, je vais en venir, disons, à la pluralité d'interprétations et à la façon dont l'introduction du terme, au fond, peut produire des effets un peu inattendus, tout comme l'on pourrait dire la représentation des paysages de l'Anthropocène pourrait produire des effets inattendus dans la réflexion et dans l'action environnementale. Alors, je vous ai dit, ce deuxième point consiste à repartir du fait que, au-delà de ces deux caractéristiques, hein, temporalité longue et intensité et ampleur du changement, que bien peu d'auteurs ou de chercheurs qui se sont emparés de la notion contesteraient, il y a une grande pluralité du point de vue de la façon dont on interprète ce que veut dire l'Anthropocène et du regard qu'il porte sur les grandes causalités qui ont été à l'œuvre et qui nous auraient fait entrer dans l'Anthropocène, mais aussi sur les trajectoires qu'il s'agirait de suivre pour faire face à cette situation. Alors, il y a grosso modo dans ce débat deux grandes façons d'interpréter ça. La première façon, et je vais être un peu caricatural, mais c'est pour bien positionner les types d'acteurs. La première façon, elle est au fond dans la continuité de ce que je commençais à vous proposer, c'est-à-dire une version qui consiste à souligner le caractère alarmant de cette entrée dans l'Anthropocène. Au fond, ce serait disons, une manière de souligner que ce que nous pensions être une crise environnementale, eh bien, c'est encore plus grave. Nous sommes entrés dans l'Anthropocène. Autrement dit, nous sommes entrés dans quelque chose qui va durer, dont nous ne sortirons pas. Les transformations de la nature sont encore plus, de la Terre sont encore plus graves et durables que ce que l'on croyait. Et donc, c'est l'interprétation d'un Anthropocène qui est au fond un événement assez tragique. Si vous voulez, si on reprend par exemple, je vais vous lire un tout petit extrait du texte que Philippe Descola l'anthropologue français Philippe Descola a donné pour le livre Penser l'Anthropocène en introduction. L'idée que présente Philippe Descola, c'est qu'avec l'Anthropocène, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est comment nous en sommes venus à rendre la Terre de moins en moins habitable pour les humains et pour les espèces qui ont coévolué avec nous. Dans le livre,
Philippe Descola s'appuie sur une correspondance entre le poète allemand Schiller et le naturaliste Humboldt, et il écrit ceci. Dans une lettre à Schiller, Humboldt définissait l'objet de sa recherche comme l'étude de l'habitabilité progressive de la surface du globe, qu'il entendait comme la façon dont les humains avaient peu à peu transformé leurs environnements pour les plier à leurs usages et former des écosystèmes au sein desquels ils étaient devenus des forces décisives. Donc, l'étude de l'habitabilité progressive de la planète, c'était le sens, disons, qu'on pourrait associer à une forme de représentation aussi du progrès, une représentation linéaire du progrès et du développement des sociétés humaines. Et Philippe Descola ajoute, pourtant, 2 siècles plus tard, la question qui se pose avec urgence est comment avons-nous enclenché un processus qui va rendre la Terre non pas de plus en plus, mais de moins en moins habitable? Et comment faire pour enrayer ce mouvement? Que s'est-il passé entre le constat optimiste de Humboldt, que toutes les forces de la nature, dont les humains, sont entrelacées, et l'évidence de plus en plus manifeste que ce qui ne s'appelait pas encore à son époque l'Anthropocène est devenu le symptôme et le symbole d'un terrible échec de l'humanité. Donc le symptôme et le symbole d'un terrible échec de l'humanité, vous voyez que cet événement anthropocène, pour reprendre le titre du livre de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos, qui avait introduit la notion dans le débat français, eh bien, c'est un événement qui se présente sous un air tragique. Il est présenté comme un échec de l'humanité. Et Philippe Descola insiste qu'il s'agit d'essayer de comprendre c'est ce qui a pu se passer et comment faire pour inverser, ou disons, changer de trajectoire. Alors, cette conception négative, donc conception de ce qui est donc c'est là où vous aurez compris que je présente la version du bad anthropocène, quelque chose qui est vécu comme essentiellement négative. Elle peut, disons, lorsque poussée à l'extrême, elle donne lieu à des formes de catastrophisme assez radicaux. Donc un catastrophisme radical qui consiste au fond à défendre l'idée selon laquelle eh bien, dans ce processus de développement, nous aurions franchi un certain nombre de seuils, franchi ces fameuses frontières planétaires que je définissais, enfin que je présentais tout à l'heure, et que nous serions condamnés à une forme d'effondrement violent et global. Si vous voulez, par rapport à cette représentation très caricaturale de ce que serait ce mauvais anthropocène, eh bien, cela nous situe dans la moitié, vous aurez compris que ça nous situe dans la moitié inférieure de cette représentation. Nous basculons nous courons au désastre, au fond. De cette interprétation très catastrophiste, Dominique Bourg, donc le philosophe Dominique Bourg, la décrivait de la façon suivante. Nous restons sur ce plan des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et ne consentons à ne réagir que face à un danger immédiat assaillant nos sens, tel un mammouth déboulant sur nous. Les représentations abstraites et les menaces plus distantes nous laissent en revanche de marbre. Pour faire face à cette accumulation de représentations décalées et d'inertie, il conviendrait de procéder à une ambitieuse remise à jour institutionnelle que rien n'annonce. Et il ajoute « Il nous reste à contempler le couchant sur quelque hauteur de Tuvalu en attendant l'invasion des flots. » Alors, vous voyez, position, donc, quand il décrit cette position-là, il décrit la position d'un catastrophisme fort, eh bien, poussé à son extrême, cette interprétation eh bien, nous conduit presque à l'inaction. Tant la catastrophe serait certaine et le désastre certain, il ne nous resterait plus qu'à attendre la catastrophe. Et on voit bien qu'il y a au fond un effet de sidération face à ce qui serait à ce qui est en train de se produire. Oui, c'est effectivement Dominique Bourg, et la citation, vous la retrouverez notamment dans l'ouvrage Penser l'Anthropocène, où la contribution de Dominique Bourg apparaît. Et donc, c'est cette idée qu'il y aurait une catastrophe inéluctable.
Alors, ce catastrophisme, ces pensées de l'effondrement, vous le savez bien, elles se sont beaucoup développées ces dernières années. Cela dit, elles sont présentes depuis longtemps dans la littérature également, dans la science-fiction, mais aussi au cinéma. Alors là, j'ai repris par exemple un assez bon exemple de ce qu'au fond venait de décrire Dominique Bourg, c'est le film de Lars von Trier, Mélancolia, qui est sorti en 2011. Et donc le film s'articule autour de l'histoire de deux sœurs. Hein, la première se marie, mais c'est surtout ce qui est important, c'est que il y a une gigantesque planète du nom de Mélancolia qui se dirige vers la Terre, et l'une des deux sœurs est convaincue qu'elle va s'écraser contre la Terre. Et donc elle est convaincue de cette catastrophe, et catastrophe sans divulgacher le film qui va se produire. Et la question est, comment fait-on pour vivre avec cette annonce de la catastrophe imminente? Comment réagit-on? Et donc le film est d'une certaine manière une réflexion sur disons, le type de comportement à adopter face à l'inéluctabilité de la catastrophe. Et on voit que, au fond, les protagonistes, à la toute fin, sont réduits, ce que j'expliquais auparavant, sont réduits à l'inaction, c'est-à-dire à se réfugier dans un abri symbolique en attendant, puisque là, l'image que j'ai représentée précède de quelques secondes la collision entre la Terre et cette planète. Alors, au fond, cette position catastrophiste, dans cette radicalité, dans cette version radicale, elle rejoint aussi ce qu'un écrivain américain a pu développer quand il s'est emparé de la notion d'anthropocène. Bon, il a écrit un livre pour expliquer que dans l'anthropocène, il ne nous resterait essentiellement qu'à apprendre à mourir en tant que civilisation. Alors, perspective assez peu réjouissante, hein, mais donc c'est Roy Scranton a écrit un ouvrage intitulé Learning to Die in the Anthropocene, donc apprendre à mourir dans l'anthropocène, et qui renvoie au fond, d'une certaine façon, à ce film de Mélancolia, mais plus largement à que fait-on face à la catastrophe. Alors, j'aurais pu, il y a énormément de littérature sur ces positions catastrophistes. C'est pas du tout les seuls. Cette version du catastrophisme n'est pas du tout la seule. Les pensées de l'effondrement sont bien plus complexes. Mais là, je voulais insister sur cette dimension, sur la position la plus radicale, disons, face à l'interprétation catastrophiste de l'Anthropocène. Quelque chose comme l'inéluctabilité de la catastrophe à venir. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais en venir à cette interprétation, enfin à cette confrontation d'interprétation, c'est que ce positionnement catastrophiste, eh bien, il peut très facilement se renverser et passer de la valorisation d'une forme de quiétisme face à la catastrophe à une attitude prométhéenne. Une attitude prométhéenne qui va nous dire en réalité le salut de l'humanité dans cette situation, eh bien, passe par la puissance technique humaine, par l'accroissement des technologies, l'accélération du développement technologique, pour essayer de se sortir de cette situation. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de comparer, par exemple, alors encore une fois, ça aurait pu être fait avec d'autres films, mais comparer Interstellar, le film de Christopher Nolan, à Mélancolia. Pourquoi? Eh bien parce que Interstellar repart d'un constat extrêmement sombre sur la situation de la planète Terre. Le point de départ du film, c'est qu'on traverse une grave crise alimentaire parce que les conditions environnementales ne permettent plus de nourrir le monde, au fond.
Et donc, on est face à une catastrophe gigantesque, mais dans ce film, l'issue, elle consiste à envoyer des explorateurs dans l'espace pour rechercher une autre planète habitable pour les humains. Et donc là, il y a une sorte de fuite associée à la conquête spatiale, qui consiste à soutenir, à défendre l'idée selon laquelle, eh bien, la réponse, le salut, tient dans la technologie humaine. Alors, ce qui est assez frappant aussi, et ça a été bien étudié par le philosophe Frédéric Nérat, un philosophe français qui a écrit un livre qui s'appelle La part inconstructible du monde. Eh bien, il montre, Frédéric Nérat, comment ces discours sur la terraformation d'une autre planète qui permettrait d'accueillir l'humanité qui ne peut plus vivre sur Terre, eh bien, on va le retrouver comme un retour sur Terre dans un certain nombre de discours qu'il qualifie de géoconstructivistes, et un certain nombre de discours qui consistent à dire, bon, certes, nous avons considérablement dégradé les conditions d'habitabilité de la planète, eh bien, il s'agit de la refaire. Il s'agit de recréer ces conditions, et de recréer ces conditions par une intervention technologique à grande échelle. Donc, c'est là où je vous parlais du basculement au fond d'une position catastrophiste à une attitude prométhéenne. Il s'agit de dire, au fond, c'est par la technique que nous allons rebâtir, reconstruire les conditions d'habitabilité de la planète, et c'est ce que représente, alors ça c'est l'image qui apparaît justement sur la couverture du livre de Frédéric Nérat, et donc il s'agit de souligner le fait que les humains seraient au fond capables de reconstruire cette planète. Et alors c'est là, en fait, derrière cette idée que certes, nous faisons face à une situation assez inédite par, disons, l'ampleur du défi qui est devant nous, mais nous aurions une solution, c'est-à-dire l'humanité est devenue une force géologique, elle est devenue de manière inconsciente, l'enjeu serait de le rester, mais en agissant cette fois de façon consciente à l'échelle globale, et de devenir ce que représente cette image-là, de devenir les grands intendants de la planète. C'est-à-dire gérer la planète au niveau global pour maintenir un environnement sûr pour les humains. Alors ça peut être pas nécessairement, mais ça peut renvoyer à l'ensemble des techniques de géo-ingénierie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces techniques, mais donc ces techniques qui consistent au fond à intervenir à grande échelle pour limiter le réchauffement climatique. Donc il y a différentes techniques proposées, mais au fond, le principe est de dire il faut intervenir par la technique pour disons, pour sortir de cette situation et pour éviter la catastrophe. Mais donc, on est là si on revient à la toute première photo, vous voyez, on vient de se tourner vers une position très technophile, surtout au-delà de technophile, qui endosse une croyance extrêmement forte dans la capacité des techniques humaines. La capacité technique humaine, là où, et c'était mon point de départ, Philippe Descola soulignait le fait que l'Anthropocène était essentiellement un échec, la marque d'une impuissance de l'humanité. Eh bien, ce renversement dans les interprétations, dans ce qui va apparaître comme la possibilité d'un bon Anthropocène, eh bien, devient une sorte de valorisation de la toute-puissance humaine. Et donc, cette idée d'un ère de l'anthropos, d'un âge des humains, au fond, après tout, ce ne serait pas une si mauvaise nouvelle que ça. Simplement, il s'agit maintenant d'assumer la responsabilité des humains
et de piloter cette planète Terre. Alors, il y a ce débat entre tenants du bon et du mauvais anthropocène. Il a opposé un certain nombre de protagonistes, par exemple le philosophe australien Clive Hamilton, qui s'est opposé à l'américain Andrew Revkin, un spécialiste des questions environnementales. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce débat, mais qui a fait couler un peu d'encre. Mais je voulais simplement préciser le fait que parmi les tenants de ce bon anthropocène, il y a une mouvance que l'on appelle l'écomodernisme. Alors, je ne sais pas si vous avez encore entendu parler de cette mouvance, mais qui se développe notamment aux États-Unis, dont le bastion est un institut américain qui s'appelle le Breakthrough Institute, qui a été créé par Michael Schellenberger et Ted Nordhaus, et qui défend eh bien, cette conception au fond d'un bon anthropocène, c'est-à-dire d'une possibilité eh bien, de revenir sur une trajectoire, disons, par cette accélération du développement technologique tout à fait vivable pour les humains, mais aussi, ajoute-t-il, pour la nature, entre guillemets, c'est-à-dire que ce développement technologique nous permettra, au fond, eh bien, à la fois assurer le bien-être des populations humaines, mais laisser de la place également pour la nature. Et là, pour la nature sauvage. Et on voit bien là que cette fois-ci, il y a clairement une manière de dédramatiser la catastrophe, de souligner le fait que certes, il y a des enjeux importants, mais rien que nous ne pourrions régler par notre développement technologique. Et donc là, on est clairement dans l'euphémisation des problèmes écologiques auxquels nous faisons face. Alors, bien sûr, je vois apparaître dans le chat, bien sûr, la question c'est que la technique certaines techniques sont à l'origine de cette entrée dans l'anthropocène, mais tout le pari de cette mouvance écomoderniste consiste à dire, eh bien oui, mais c'est dans ce développement technique même duquel est issu le problème que l'on va pouvoir trouver la solution. C'est dans la technique qui est à la fois un problème, mais par l'accélération, par la poursuite du développement technologique, nous allons répondre aux problèmes que la technique a posés elle-même. Ce qui donne lieu évidemment à un débat, à des critiques assez vives sur la naïveté de cette croyance en la toute-puissance de la technique. Mais j'insiste sur ce discours écomoderniste et sur ce discours qu'on pourrait qualifier de façon générale de solutionnisme technologique, c'est-à-dire que la technologie, au fond, a une réponse à tout. Pourquoi ? Parce que c'est un discours qui a des effets assez puissants du point de vue de sa capacité à convaincre. Pour des raisons assez simples. C'est-à-dire que la promesse, au fond, ces promesses technologiques, ce sont des promesses qui consistent à souligner le fait que nous pouvons faire face à cette situation sans changer radicalement de trajectoire, sans réorganiser profondément nos modes de production et nos modes de consommation. Ce qui est une promesse donc tout à fait alléchante pour un grand nombre de groupes humains et de classes sociales humaines. Disons. Alors, oui, alors j'ajoutais dernière représentation de ce bon anthropocène. J'ai ajouté également cette représentation, enfin c'est d'une peinture de Dali, pour montrer comment l'anthropocène pouvait paradoxalement devenir en fait le nom d'une sorte d'éloge de la puissance technique humaine, puisque
derrière cette représentation se profile la force de l'atome, ce qu'explique Dali, et ce qui est en lien avec cette mouvance écomoderniste, parce que c'est associé à une croyance très très forte dans les possibilités du nucléaire. C'est-à-dire que dès lors que l'on maîtrisera la fusion nucléaire, eh bien l'on retrouvera une énergie non problématique, abondante, peu chère, et qui nous permettra eh bien, de continuer, de poursuivre ce développement humain tout en respectant la nature. Et c'est ce qu'ils appellent la promesse du découplage des activités humaines de son substrat matériel. Et donc, on voit bien hein, cette idée de magnifier la puissance humaine. Et ça sera le dernier point sur cette théorie du bon anthropocène, mais idée selon laquelle, là je vous reprends une citation qui débutait une vidéo d'un programme international sur géosphère et biosphère qui étudiait cette question de l'anthropocène. La citation: nous avons modelé notre passé, nous modelons notre présent, nous pouvons modeler notre futur. Il y a vraiment cette idée que nous sommes en capacité, nous sommes toujours en capacité de gérer la Terre, qui est portée par cette interprétation positive de l'Anthropocène. Ah oui, il me restait en réalité une dernière image qui est celle de souligner le fait que c'est une façon de recentrer très fortement le discours sur l'humain et seulement l'humain au sein de la réflexion environnementale, alors même que tout l'enjeu de la prise en compte des problématiques écologiques était tout de même de prendre conscience du fait que les humains ne vivent pas seuls sur la planète Terre. Ce discours sur la toute-puissance humaine conduit à remettre l'homme au centre, et donc l'âge des humains devient, à proprement parler, l'âge où seul compte finalement les humains. Alors, ce que je vous avais annoncé, c'est que vous voyez bien que de cette opposition un peu caricaturale entre le bon et le mauvais anthropocène, on ne peut pas tirer grand-chose, si ce n'est l'importance, selon moi, de déconstruire ce type de discours sur le bon anthropocène, et donc lui opposer le caractère tragique de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais du point de vue des pistes, des orientations, de l'ouverture des possibles qui se présentent à nous, eh bien cette opposition est assez stérile, puisque nous avons d'un côté une position radicalement catastrophiste qui nous donne assez peu, disons, qui nous ouvre assez peu de voies pour penser le futur, tandis que de l'autre, eh bien, nous avons un récit qui s'appuie sur des promesses technologiques non tenables. Et donc, l'idée que je voulais présenter dans cette troisième partie, au fond, eh bien, c'est que il y a aujourd'hui un troisième groupe, disons, d'interprétation de l'Anthropocène, sans doute d'interprétations plus complexes, plus fines, qui font droit à la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les différents habitants de la Terre, les différents habitants humains et non humains. Et c'est ce type de présentation, ce type d'interprétation, pardon, que je voulais vous présenter pour finir. Alors, pour vous les présenter, je vais aller assez vite, mais je voulais repartir de cette couverture de la revue Nature, sur laquelle je suis passé assez rapidement, et donc cette époque humaine. Alors, si on s'intéresse, donc c'est un zoom sur cette représentation qui est faite par un artiste italien qui s'appelle Alberto Seveso, eh bien, en fait, l'on voit que au-delà de cette figure humaine, eh bien, enfin, de cette représentation d'un humain, elle laisse apparaître elle se fissure et elle laisse apparaître les divisions, les rapports de force
les rapports de pouvoir qui sont engagés dans cette histoire et les situations extrêmement différenciées des différents peuples de la Terre, puisque vous voyez apparaître dans cette représentation le commerce triangulaire, vous voyez apparaître les échanges d'espèces entre les continents, vous voyez apparaître les bombes atomiques, vous voyez apparaître toute une série d'événements historiques qu'au fond, cette homogénéisation de l'anthropos comme l'être humain responsable de la situation dans laquelle nous sommes passés est conduite à occulter. Et donc, cette figure de l'humain dans cette représentation, eh bien, dès lors qu'on s'approche un petit peu plus près, elle se divise, elle laisse apparaître toutes les divergences, tous les conflits qui ont pu être associés à cette histoire. Et donc, on voit qu'elle invite à penser de manière très différente l'histoire de ce qui s'est passé pour que nous nous retrouvions dans cette situation. Et c'est tout le travail d'une partie des chercheurs en sciences humaines et sociales qui se sont emparés de la notion et qui en ont fait la critique pour souligner le fait que l'Anthropocène est un très mauvais récit. Il raconte très très mal ce qui s'est passé et on proposait une série de termes qui se substitueraient à cette appellation. Alors parmi les plus connus, vous avez Capitalocène qui met en avant la responsabilité, la causalité historique qui a été le développement du capitalisme. Vous avez des termes comme anglocène qui renvoient plus spécifiquement au début de la révolution industrielle en Angleterre. Vous avez thermocène qui insiste sur la dimension énergétique de cette histoire. Bref, vous avez une série de termes qui apparaissent notamment dans l'ouvrage de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, mais consiste à dire l'Anthropocène, c'est une très mauvaise manière de nommer cette époque. Pourquoi ? Parce que c'est une très mauvaise manière de décrire les responsabilités historiques, les différences entre la différenciation du point de vue des victimes également de cette histoire. Et donc, ces chercheurs proposent d'arrêter de parler de l'Anthropocène, mais plutôt de substituer d'autres termes. Alors, je voulais vous parler de ce point de vue-là d'une proposition de deux géographes qui s'opposent au fond au récit dominant d'un Anthropocène qui aurait commencé, disons, dans les années 50 et s'oppose également à la date de 1784 pour la révolution industrielle, qui ont fait la proposition de dater l'entrée dans l'Anthropocène en 1610. Alors, cette proposition, elle a été faite par deux géographes qui s'appellent Simon Lewis et Mark Maslin. Vous trouverez également dans le livre Penser l'Anthropocène une présentation d'un texte traduit en français qui justifie cette hypothèse. Et leur idée, en fait, c'est que nous serions entrés dans l'Anthropocène en 1610. Pourquoi ? Eh bien parce que en 1610, nous commencerions à observer les effets de la redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb et du développement des échanges entre le vieux et l'ancien continent sous plusieurs aspects. D'une part sous cet aspect de ce que l'historien Crosby appelait l'échange colombien, donc c'est-à-dire la réunion de biotes qui étaient très séparés, qui étaient tout à fait séparés auparavant, et donc les échanges de plantes, d'animaux entre les deux continents. Et puis surtout par la mise en place du commerce triangulaire, et puis également par la disparition, la dépopulation du continent du fait de l'arrivée des Européens et l'extermination des Amérindiens, qui cette dépopulation va avoir une conséquence observable d'un point de vue géologique. Pourquoi ? Eh bien, il montre qu'en 1610, on observe un seuil minimal de concentration en dioxyde de carbone
dans l'atmosphère. Et donc, c'est que cette concentration minimale en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, elle est liée au fait que la disparition des Amérindiens a conduit la repousse des forêts qui ont capté du carbone, et donc explique le fait qu'on arrive à ce seuil minimal, et qu'à partir de 1610, le carbone, la concentration en dioxyde de carbone ne cesse de croître et nous conduit vers les niveaux que l'on connaît actuellement. Mais donc, il montre que l'on peut très bien enregistrer précisément dans la roche ce moment et faire le lien entre, et c'est bien l'enjeu de l'Anthropocène, faire le lien entre l'histoire des humains, l'histoire des sociétés humaines, et cette histoire de la Terre enregistrable dans les roches. Et donc, vous voyez que cette ambition de penser l'Anthropocène peut donner lieu à des éclairages nettement plus intéressants sur le plan historique, sur le plan, disons, des différentes responsabilités historiques que les présentations que je vous proposais auparavant du bon et du mauvais Anthropocène. On a là un éclairage un petit peu supplémentaire sur cette histoire et notamment sur l'histoire des empires coloniaux. Alors, je vais aller assez vite pour terminer. Je voulais simplement vous dire qu'au fond, de ce point de vue, par rapport à la littérature existante dans les sciences humaines et sociales, on pourrait se dire, faut-il arrêter de parler d'anthropocène tant la notion est au fond très mal définie pour décrire ce qui s'est passé historiquement. Alors je dirais que, et c'est une réponse que je ferai en m'appuyant sur les travaux de l'anthropologue Anat Singh, qui utilise le terme d'anthropocène, notamment dans cet atlas Féral, qui est un livre, un ouvrage électronique que je vous invite à aller regarder, parce que vous y découvrirez aussi un certain nombre de représentations visuelles, de travaux d'artistes autour de cette notion d'anthropocène. Eh bien, ce que l'on peut dire avec Anat Singh, c'est qu'au fond, l'anthropocène, une manière intéressante d'aborder l'anthropocène, serait de considérer que nous pensons bien dans l'anthropocène, mais qu'il faut penser contre l'anthropocène du point de vue du récit. C'est-à-dire, il faut penser contre l'anthropocène comme récit. Pour autant, pourquoi il est intéressant de penser dans l'anthropocène ? Penser dans l'anthropocène, ce serait dans un sens où l'anthropocène a conduit à transformer l'horizon de nos pensées sur d'un point de vue environnemental. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a conduit néanmoins à prendre acte de l'ampleur de la dégradation du monde vivant imposée par les humains, et il a permis de prendre acte de la durée, de la longue durée de ces transformations et du fait que cela va durer encore pendant très très longtemps. Et de ce point de vue-là, cet horizon, cette transformation de l'horizon me semble intéressante, tout en abandonnant l'idée que l'Anthropocène pourrait être un grand récit expliquant ce qui s'est passé et nous permettant éventuellement de penser un futur souhaitable. Alors, je finirai sur cette dernière diapo pour souligner le fait que, au fond, ce que nous invite à faire cette interprétation plus nuancée de l'Anthropocène, eh bien, c'est d'essayer de repenser les différentes formes de cohabitation possibles sur une planète qui a été transformée, abîmée, dégradée par l'industrialisation. Et pour expliquer ça, je vais donner une dernière citation d'Anat Singh dans laquelle je me retrouve très très bien du point de vue de l'interprétation que l'on peut donner de l'Anthropocène. Alors c'est une citation issue du livre d'Anat Singh sur ces champignons que vous voyez apparaître sur la diapo, les Matsusake, où c'est une enquête ethnographique sur la cueillette de ces champignons et qu'elle suit dans le monde entier.
Alors, dans cet ouvrage, Anat Singh écrit: pour traduire le fait que les perturbations humaines outrepassent désormais les autres forces géologiques, certains spécialistes ont proposé de donner le nom d'anthropocène à notre époque. Au moment où j'écris, le terme est encore nouveau et rempli de promesses contradictoires. Aussi, même si certains considèrent que ce nom implique le triomphe des humains, le contraire semble plus exact. Sans l'avoir planifié, ni même en avoir eu l'intention, les humains ont fait de notre planète un gigantesque gâchis. Alors si je m'en tenais là, on en serait dans l'opposition bon et mauvais anthropocène, mais elle ajoute: le concept d'anthropocène évoque cet ensemble d'aspirations que l'on pourrait appeler la vanité de l'homme moderne et soulève en même temps l'espoir que nous puissions nous en dégager. Pouvons-nous vivre dans ce régime humain tout en l'excédant? Et donc vivre dans ce régime humain tout en l'excédant, pour moi, c'est tout à fait, ça rejoint tout à fait cette idée de penser dans l'anthropocène contre l'anthropocène. Et donc de cette interprétation qui nous situe dans le trouble de la figure du truand, pour reprendre ces trois positionnements que j'avais évoqués initialement. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Eh ben, si on pouvait, on applaudirait. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup pour ces quelques mots. C'était vraiment très intéressant. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, donc je vous remercie. Oui. Peut-être qu'on peut commencer par essayer de les reprendre parce que c'est très difficile de les faire. Essayer de les faire en même temps, c'est vraiment de l'ordre de... Mais là, peut-être si on en reprend quelques-unes, toi, tu arrives à les lire? Oui, moi Oui, aussi. je les vois. Bah, j'ai essayé d'en prendre quelques-unes en cours. Alors effectivement, sur l'euphémisation de l'anthropocène, j'ai commencé à y répondre. Ça, en fait, ça pose des questions de façon générale d'esthétique environnementale, en fait, qui sont travaillées par l'esthétique environnementale, où certains auteurs s'opposent sur l'idée: est-ce qu'on peut trouver un paysage dégradé, pollué, beau? Et donc il y a des longs débats d'esthétique environnementale sur l'idée selon laquelle euh, il pourrait y avoir des recoupements entre nos jugements, disons, plus normatifs sur la bonne santé d'un espace sur le plan écologique et sur l'impression esthétique que nous ressentons face à un paysage, et de quelle manière, au fond, développer une culture de la représentation de paysages dégradés peut nous apprendre aussi à apprécier des paysages dégradés. Il y a des débats sur cette idée-là, et inversement, d'un point de vue plus positif, comment on peut apprendre à identifier dans un paysage, eh bien, un espace naturel en bonne santé, des écosystèmes en bonne santé. Donc ça renvoie vraiment au champ de l'esthétique environnementale qui croise l'éthique environnementale. Sur Bon, ça, c'était des précisions. Alors, sur un certain nombre de citations, la plupart sont issues du livre Penser l'Anthropocène. Donc, vous pouvez les retrouver. Je précise que le livre, vous le trouvez en format numérique aussi. Vous y avez sans doute accès sur la plateforme Kern, où vous trouvez, si vous avez des identifiants qui vous permettent de vous y connecter, vous trouvez les différentes contributions des auteurs que j'ai cités. La question de la technique, elle est au cœur de mon point sur la façon dont ce discours, cette critique un peu radicale de la technique peut se renverser dans le discours du bon anthropocène, et donc consiste à dire que là où croit le mal, croit aussi ce qui sauve, au fond. C'est même dans la technique qu'on pourra trouver la solution au problème de la technique. Ce qui est un positionnement éminemment critiquable. Et puis, l'anthropocène est-elle le paroxysme de la vision anthropocentrée? Précisément, il n'y a pas de réponse, unique à cette question. C'est-à-dire que si on est, je dirais que
Si l'on s'en tient à l'opposition du bon et du mauvais anthropocène, oui. Pourquoi? Parce que même la position très catastrophiste consiste à ne penser au fond qu'à l'humain et pour regretter la puissance technique humaine, mais ne pense essentiellement qu'à l'humain, alors que simplement dans ce troisième type de positionnement que j'évoquais, grand type, eh bien, on peut voir apparaître d'autres figures que les humains. C'est pour ça que, et un intérêt pour les formes de cohabitation avec les non-humains. C'est pour ça que si vous regardez le sous-titre de l'Atlas féral, vous avez un anthropocène plus qu'humain. Et cet anthropocène plus qu'humain, dans la représentation qui est issue de l'Atlas, vous voyez apparaître des animaux, vous voyez apparaître des plantes, des espaces naturels, et donc qui posent très concrètement la question de la cohabitation entre humains et non-humains dans ce nouveau régime de l'Anthropocène. Alors, je crois que j'ai fait le tour à peu près des questions qui étaient posées. Tout à fait. Donc maintenant, bon, on peut, si certains ont des questions, eh bien, on va y aller à la volée. Et puis, ceux qui veulent prendre la parole, qu'ils le fassent. Puisqu'on a un petit peu de temps, on a un petit peu de temps pour discuter, donc on vous écoute. Bon, personne n'a de questions? Personne n'a de questions? Complètement assommé par Non, mais une présentation anthropocénique. j'ai pas trouvé ça du tout assommant. Peut-être, allez, moi j'en ai, je commence comme ça débloque un peu. L'Anthropocène comme récit, en fait, peut-être, est-ce que tu peux, quand tu parles de ça, est-ce que tu peux peut-être préciser un peu ce que tu entends, c'est-à-dire, Oui, ça en fait, revient au bon et au mauvais, ou c'est un... le bon et le mauvais sont un peu deux types de récits, mais qui ont beaucoup de points communs. C'est ça que je voulais montrer. Ouais. En fait, l'Anthropocène apparaît comme un grand récit, et c'est comme ça que le présente Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz dans leur livre à l'événement Anthropocène. En fait, ils présentent ce grand récit pour le critiquer. Mais pourquoi grand récit? Parce que ça serait le grand récit, au fond, d'un destin inéluctable de l'humanité, de l'homo faber, qui, disons, par son caractère prométhéen, au fond, eh bien, nous a conduit dans cette situation. Donc l'humain a provoqué cette catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Eh bien, ce grand récit-là, qui, au fond, lorsqu'on pense, j'évoquais l'idée d'un anthropocène ancien, très ancien, dès le début de l'agriculture, il y a l'idée d'un destin commun de l'humanité qui nous entraînait comme inexorablement vers cette situation de prise de pouvoir, au fond, de l'humanité sur la Terre. Or, le problème quand on écrit un grand récit comme ça, c'est que eh bien, on gomme, on efface toute l'histoire conflictuelle des sociétés humaines, tous les rapports politiques, tous les rapports de pouvoir, toutes les oppositions entre groupes sociaux. Bref, si on construit un grand récit qui consiste à expliquer, au fond, à brosser très rapidement à grands traits l'histoire des événements qui nous ont conduits à la situation contemporaine, surtout qu'en plus on écrase nécessairement toute la diversité au sein de cette histoire parce qu'on prend une très grande échelle temporelle qui est celle de l'histoire de la Terre. Eh bien, on oublie le rôle des empires coloniaux, on oublie le développement du capitalisme, on oublie l'histoire énergétique des différents systèmes énergétiques qui se superposent plutôt qu'ils se succèdent d'ailleurs. Enfin bref, on en fait un grand récit de destin commun de l'humanité alors que eh bien, ça n'est pas ça qu'il s'est passé. Et c'est pour ça que c'est pas tant la problématique du récit elle-même. Par exemple,
Naïf Ressos, dans leur livre, proposent une pluralité de récits. Donc c'est plutôt le problème du grand récit auquel on oppose une pluralisation des récits dans les approches comme celle des historiens de l'environnement, mais aussi dans les approches d'une anthropologue comme Anat Singh, par exemple. Mais ce grand récit aussi, c'est vrai que quand on parle comme ça, ça me fait penser au rapport au temps long dont tu as parlé de manière assez importante. Est-ce que ça c'est pas aussi, ça explique pas ce rapport nécessaire au temps long là qu'on a vu? Est-ce que ça n'a pas un peu, en quelque sorte, favorisé ce type de grand récit? Je ne sais pas. Enfin, quand tu m'as dit ça, j'ai. Oui, bien, oui. En fait, c'est un peu En fait, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que, au fond, l'Anthropocène a le grand mérite, à mon sens, de souligner l'importance des problématiques écologiques auxquelles on fait face, enfin écologiques et sociales, provoquées par la transformation de l'environnement planétaire. Et donc souligner le fait que, par exemple, pour le changement climatique, ce qu'on est en train de vivre, eh bien, il y a une dimension inédite dans la période dans laquelle on va entrer du point de vue de ce qu'ont connu les humains sur la Terre, ce qu'ont connu les civilisations humaines sur Terre. Si l'on entre, quand on commence à dépasser les 5 degrés, on arrive dans quelque chose d'inédit. Donc il y a vraiment une invitation à mesurer l'ampleur de ces transformations et les inscrire sur l'échelle des temps géologiques. C'est une façon d'enregistrer cette ampleur et de la souligner. Par contre, les effets négatifs, c'est que nécessairement, quand on se situe à cette échelle temporelle, eh bien, on perd en grain, en finesse d'analyse historique de ce qui s'est passé. Donc il faut. Alors ça, c'était un peu le positionnement de l'historien Chakrabarty qui disait que, en fait, et donc qui a contribué à l'introduction de l'importance de cette thèse, qui disait qu'il fallait sans cesse changer d'échelle pour comprendre ce qui s'est passé, ne pas produire des récits sur l'histoire sociale et politique des humains à l'échelle temporelle de l'Anthropocène, mais qu'il fallait changer d'échelle en permanence pour à la fois rendre compte de cette très longue durée, mais ne pas effacer toute l'histoire des responsabilités différenciées, toute l'histoire des conflits, des rapports de pouvoir entre États et entre groupes humains. Ok. Donc finalement, remplacer là ce grand récit par des récits, c'est un peu ce que tu as essayé de dire dans la formule penser dans l'Anthropocène contre l'Anthropocène, c'est un peu. Oui, alors c'est-à-dire le penser, encore une fois, sous la forme d'une diversité, c'est-à-dire en fait, penser dans et contre, en fait, c'est contre tout ce que dit mal l'Anthropocène, c'est-à-dire, au fond, c'est penser, par exemple, dans l'Anthropocène contre l'anthropocentrisme. Donc, penser dans l'Anthropocène, c'est-à-dire penser dans une planète profondément transformée par les humains, mais qu'il est possible encore de mettre en œuvre de nouvelles formes de cohabitation avec les vivants non humains. C'est pour ça que sur cette dernière, je ne suis pas étendu sur la dernière diapo, mais il y a une diversité de problématiques qui renvoient bien, à la nécessité de penser de nouvelles manières de nous lier aux non-humains. Et en particulier, moi j'insiste parce que c'est ce qui m'intéresse personnellement dans les recherches sur l'Anthropocène, notamment à nos rapports avec la nature sauvage. Et enfin, avec la nature sauvage qu'on peut envisager, non pas simplement dans le lointain, mais très proche de nous aussi, et donc la façon dont la nature sauvage, au fond, cohabite avec nous sur certains espaces. Donc pas une pensée spatialisée du sauvage, mais plutôt une pensée processuelle du sauvage qui est présent parmi nous aussi,
Et donc, à travers cette idée de cette représentation des friches, travail sur les friches que j'ai montré avant, à travers cette réflexion sur comment fait-on pour nouer alors ce qu'on peut appeler des nouveaux partenariats, des nouvelles alliances, des nouvelles coopérations avec la nature sauvage. Et on a bien vu que, par exemple, l'épisode que l'on continue à subir de pandémie a conduit à soulever beaucoup d'interrogations sur les façons, sur ce que pouvait être de bonnes façons de cohabiter avec des animaux sauvages, avec la nature sauvage de façon générale. C'est pour ça que j'ai représenté ces chauves-souris et ce pangolin. Mais c'est l'un des enjeux majeurs du point de vue de la réflexion environnementale que de repenser ces cohabitations. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que autant il me semble très important de critiquer la notion d'anthropocène, autant il y a des pistes et des travaux de recherche intéressants qui se situent dans le sillage de cette notion d'anthropocène et qui contribuent à ouvrir des voies permettant de penser ces cohabitations. Et c'est pour ça que je mentionnais tout ce qui se fait autour des travaux d'Anna Tsing, et donc de cet atlas Feral. Feral, c'est la nature réensauvagée, au fond. Et bien, tout ce qui se fait autour c'est un collectif qui a fait ce livre, l'Atlas Feral, me semble vraiment renvoyer à ce type d'approche qui ne rejette pas entièrement le terme d'anthropocène, mais encore une fois, pense dans l'anthropocène contre lui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Rémi, s'il vous plaît, messieurs, dames? Ne soyons pas timides. Ça peut être des questions de compréhension sur lesquelles on revient des remarques dans la présentation, hein. Ou des remarques, tout simplement, oui. Ouais, Serge Briffaut, merci beaucoup pour l'exposé. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Je cherchais sur les petites vignettes, voilà. Ok. Juste, bon, moi, je suis je fais partie peut-être de la troisième catégorie. En tout cas, je suis assez partisan plutôt de substituer Anthropocène, Capitalocène, ça me semble raisonnable. Mais en tout cas, il me semble quand même que ce qu'a entraîné, en dehors de l'effet d'alerte, ce concept un peu publicitaire d'Anthropocène, qui est tout à fait évidemment qu'on peut retenir au crédit retenir au crédit de la donnée. On peut donner raison peut-être à ceux qui ont employé ce terme, au moins pour cette raison-là. Mais malgré tout, c'est quand même une notion qui a, bon, vous l'avez très bien dit, donc je ne répète pas, mais qui a nié en quelque sorte la diversité des relations qui pouvaient exister entre humains et non-humains sur la planète. Et c'est évidemment pour ça qu'on l'a beaucoup critiqué, mais je pense aussi, pour revenir à ce que vous disiez, que derrière, il y a immédiatement, d'ailleurs j'ai l'impression que vous y souscrivez un peu, il y a disons, ce trait qu'on tire entre la position anthropocentriste et la position non anthropocentriste, qui me paraît aussi quelque chose d'un peu inquiétant. Il me semble que cette façon de penser le temps, cette façon de construire le récit a finalement abouti en quelque sorte à nier l'existence d'époques, de moments, de régions aussi, où les relations entre humains et non-humains ont été d'une grande complexité. Et finalement, on se rend compte en les observant que c'est très, très artificiel de réduire ça à des postures anthropocentristes ou non anthropocentristes. Il y a cette espèce de dichotomie permanente qui arrive dans le discours quand on parle d'anthropocène, qui est quand même extrêmement dommageable à une véritable pensée de la problématique écologique. Donc, globalement, moi, je dirais que c'est une notion dont le bilan global est assez négatif. Mais il y a aussi une chose qui me frappe dans tout ce que vous avez montré, et je trouve que c'est très, très intéressant, cette affaire-là de l'esthétique de l'anthropocène, en fait. C'est-à-dire la construction de représentation de l'anthropocène. Ce qui est très frappant, c'est que presque toutes les représentations que vous avez montrées sont des représentations vues d'en haut. Alors, c'est évidemment la planète qui est montrée. C'est souvent le ciel aussi. Mais c'est aussi des images vues d'avion.
C'est au fond tout un regard sur les choses qui est assez déconnecté de la Terre au sens avec un petit T, et qui est quand même un regard surplombant, qui évacue finalement la dimension du paysage. Il y a beaucoup de paysagistes qui écoutent, d'étudiants paysagistes. Je pense que cette dimension, finalement, le fait de regarder, de revenir un peu au ras du sol, ou ne serait-ce que sur la colline, quoi, mais en tout cas de regarder les choses d'une autre manière, avec un autre regard, ça me semble vraiment complètement indispensable pour compenser justement les effets négatifs de ce que j'appelle un peu une propagande un peu douteuse sur le plan écologique qui nie la complexité du monde, quoi. Et on le voit bien dans les images que vous avez montrées. Oui, oui, merci, merci beaucoup de ces remarques. Je dirais que, en fait, tous les effets que vous décrivez de l'introduction de la notion d'anthropocène sur la pensée environnementale sont très justes du point de vue du caractère très, très tranché, très clivé des oppositions un peu schématiques auxquelles ça a pu donner lieu. Cela dit, voilà, ce que je trouve intéressant dans ce troisième type d'approche qui, encore une fois, n'évacue pas totalement la notion d'anthropocène, se situe quand même dans ce sillage-là, c'est qu'elles, justement, elles incarnent une façon de redescendre sur Terre, avec un T minuscule, puisque bon, l'ouvrage, par exemple, d'Anna Tsing, c'est bien cette idée de suivre de façon très terre-à-terre ces champignons là où ils se trouvent, et les collectifs qui se réorganisent autour de ces champignons. Et donc, il y a vraiment cette idée d'échapper à l'esthétique du sublime associée à la représentation du globe, associée à disons, à l'ampleur des transformations et de ces photos, notamment de ces photos prises d'avion, effectivement. Il y a en fait, alors ça peut renvoyer si on veut renvoyer à la revue en ligne par exemple terrestre, il y a des manières terrestres d'envisager l'anthropocène, avec un T nécessairement minuscule, mais de se rapprocher de la Terre avec un T minuscule pour penser cet anthropocène. Et c'est ce qui me semble intéressant quand même, néanmoins, malgré tous les défauts de la notion, du point de vue de l'introduction de la notion dans la pensée environnementale et dans les recherches qui se font depuis surtout, grosso modo, une dizaine d'années autour de la notion. Il y a une question dans le chat sur... Sachant que toutes ces catégories d'aires géologiques ont été faites par l'humain assez récemment au final, sur l'échelle de la vie de la Terre qui est très très longue, quel est notre recul pour nommer une aire géologique dont nous sommes contemporains? Alors ça rejoint le... c'est pour ça que il y a de très nombreux scientifiques, disons, enfin géologues qui voient d'un mauvais œil la notion. Et c'est aussi pour ça que, enfin, en partie pour ça qu'elle n'est pas reconnue officiellement par la Commission internationale de géologie, qui trouve que ce serait prématuré et donc qui s'oppose à cela. Il n'est pas dit que dans l'immédiat, l'Anthropocène soit reconnu comme validé officiellement comme nouvelle subdivision de l'histoire de la Terre. Cela dit, en fait, indépendamment de cette question de la reconnaissance officielle ou non, disons, du point de vue des sciences humaines et sociales, cette question-là, elle est moins importante au fond. Elle est moins importante que de savoir eh bien, si l'Anthropocène est une bonne notion ou non du point de vue des historiens, du point de vue de la diversité des disciplines qui s'en emparent. Et ce sont plus ces débats-là que les débats à proprement parler sur la datation qui intéressent maintenant les chercheurs en sciences humaines et sociales. D'autres questions?
Les remarques, comme on vous disait tout à l'heure, ça peut être des Oui, remarques, commentaires. Ou... on n'a pas forcément tout bien compris, des précisions. Alors, il y a une question, existe-t-il un paradoxe dans l'idée de l'Anthropocène de ce grand récit commun qui, au final, demande de s'intéresser à des milieux très spécifiques pour trouver des solutions? Oui, alors, je dirais que l'Anthropocène, en fait, enfin, ça, c'est une question, en fait, très ancienne et disons, consubstantielle aux problématiques environnementales. C'est-à-dire, enfin, depuis que on a pris conscience de leur globalisation aussi, enfin, de leur caractère mondialisé, c'est que comment penser l'articulation entre le local et le global, c'est bon, c'est l'une des difficultés majeure, enfin en tout cas récurrente, pensée par les penseurs de l'environnement ou les chercheurs dans le domaine des sciences environnementales. L'Anthropocène, on peut dire qu'il a le gros défaut d'insister beaucoup sur le global. Et on l'a souligné, on vient de le redire, au détriment du local. Et d'où mon insistance sur ces dernières approches qui consistent à revenir revenir sur Terre, revenir sur des approches ancrées dans des milieux spécifiques, mais sans pour autant, disons, détacher entièrement son regard de ce qui se passe au niveau global. Parce que ce qui se passe au niveau global, comme horizon de pensée, doit être pris en compte dans ce que l'on fait au niveau local. Et c'est un peu le message de l'Anthropocène, c'est un peu ce message de, encore une fois, penser dedans contre, pour essayer d'articuler ce local global. Alors c'est l'idée de friction aussi qui est défendue par Anna Tsing sur cette idée de friction qui s'exprime entre le global et le local, et donc qui s'exprime toujours au niveau local, même si il faut avoir un œil sur le global en même temps. Très bien, très intéressant. Mais c'est vrai qu'en plus, il est possible potentiellement de se dire qu'on pourrait situer le paysage justement dans cette interaction entre le global et le local, et aussi peut-être entre des images très, très neutres, très abstraites, hein, soit complètement futuristes, soit assez abstraites, et puis des réalités beaucoup plus concrètes, palpables, sensibles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Entre des images qui sont proposées quand même, soit vues de très haut, soit du graphique, donc des images, soit des comme la Terre que tu as montré avec deux faces, qui sont des images. Bon, finalement, tout ça, c'est très abstrait, ou même la couverture de Nature aussi, qui était d'un certain côté de ce point de vue. Et donc, le paysage dans ces emboîtements peut-être d'échelle qui pourraient permettre, et puis, enfin en tout cas, de raccrocher le global au local, et puis de rapporter une dimension sensible euh, à l'appréhension de ces interactions avec les non-humains, avec des milieux, etc. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, à ceci près que ce que je trouve intéressant quand même dans cette couverture de Nature, c'est qu'il y a justement Ouais. la représentation derrière cette figure homogène de l'humain, pensé en tant qu'espèce. Eh bien non, tous les conflits que l'on voit apparaître, je ne sais plus si on... Mais c'est quand même, c'était ça qui me semblait, qui me semblait Ouais. intéressant. Ouais. Non, mais d'ailleurs, quand j'ai cité la couverture, je me suis dit, je ne sais pas si celle-ci, ça rentrait dans ce que je veux dire. Mais ouais, ok. Parce qu'elle intègre, en fait, cette couverture, elle intègre déjà les débats sur la critique justement du Capitalocène,
la critique du Plantationocène qui insiste sur l'importance dans cette histoire des empires coloniaux et puis du modèle de la plantation comme façon d'habiter la terre. Donc, cette couverture, elle témoigne déjà assez bien des débats qui ont entouré l'introduction du terme dans l'espace public. Non, mais peut-être t'entendre rapidement sur cette question par rapport à tout ça, sur cette question justement du sensible, en fait, de l'approche, d'une approche par les sens, que je trouve là, c'est particulièrement frappant sur ces images. Bon, je me suis un peu, bon, c'est vrai que celle-ci, c'est un peu différent peut-être. Mais sur le reste, et puis sur ce qu'on voit de manière générale comme image de l'Anthropocène, c'est quelque chose d'assez, oui, d'assez froid finalement. C'est pas. Est-ce que cette question plutôt de l'usage des sens pour comprendre justement les situations qui ont amené à plutôt là dans la version, dans la troisième version, on n'en parle pas dans la littérature sur. Je dirais que ça rejoint pour partie la question de l'esthétique du sublime. C'est-à-dire que l'esthétique du sublime, c'est une esthétique aussi de la représentation, enfin surtout d'une représentation visuelle d'ailleurs, et donc qui renvoie pas beaucoup à l'expérience sensible au-delà de la vision. Et puis il y a cette représentation par exemple, si on pense aux représentations de paysages, de grands paysages de nature à la fin du 19e siècle, notamment de l'école de Hudson River aux États-Unis, il y a effectivement cette mise à distance entre les humains et la nature qu'on peut retrouver dans ces représentations, encore une fois, soit prises d'avion, soit des vues d'avion, soit toujours qui mettent en avant ce caractère qui nous dépasse et du coup qui n'est pas effectivement dans la relation sensible à l'environnement. Cela dit, c'est ce que tu soulignes, c'est ce qu'on va retrouver plutôt dans ces troisièmes dans ce troisième type d'approche. Mais là, je dirais qu'en fait, le grand biais de ce point de vue-là, il est lié à ma présentation, c'est que je l'ai intitulé Images de l'Anthropocène. Et donc, en fait, je me suis pas intéressé à la diversité du sensible, à la diversité des expériences sensibles qu'on fait. Il y a pas mal de travaux, des travaux sur le son, des travaux d'esthétique qui portent sur les expériences sonores, sur les paysages sonores, qui renvoient aussi, qui travaillent aussi la notion d'anthropocène. Mais on peut penser, là encore, je rejoins des questions d'esthétique environnementale sur la façon dont la représentation visuelle ne fait pas droit à la diversité, à la dimension polysensorielle des expériences que l'on peut faire d'un paysage ou d'un environnement. Et donc, c'est assez juste que l'Anthropocène renforce cette distanciation, cette mise à distance, paradoxalement, entre l'humain et ce qui est représenté et ces paysages représentés. Donc il y a une. Je pense que c'est juste que les travaux, le fait que l'Anthropocène est une notion vraiment intéressante à travailler du point de vue de l'esthétique, et c'est ce qu'évoquait dans son article Jean-Baptiste Fressos sur l'Anthropocène, la question et l'esthétique du sublime, c'est quelque chose d'à mon avis très, très pertinent de la travailler sur le plan esthétique. Et de la diversité des esthétiques que l'on peut lui associer. Ouais, non, mais c'est effectivement très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je vais peut-être avoir une dernière remarque. Mais alors du coup, ça va être un peu... Mais c'est juste qu'en fait, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi cette notion fait autant de débat. Enfin, même si la conférence était très intéressante, c'est pas du tout une remise en cause de ça. Mais en fait, c'est juste que
j'ai l'impression que c'est juste une énième notion qui nous dit en gros que on a tout détruit et que en gros, c'est terrible, quoi. C'est une catastrophe qui arrive. Mais à part ça, en fait, à part apporter cette dimension-là, j'arrive pas à voir est-ce qu'elle fait avancer dans le débat, en fait, vraiment, à part juste montrer en gros l'état des lieux. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une question d'aller vers l'avant plus, en fait. Sur ce qui s'est passé avant, une compréhension sur ça, mais du coup, j'ai un peu du mal vraiment à voir ce qu'elle apporte sur des réflexions plus futures, en fait. C'est en ça que je trouve un peu... Voilà. Non, mais en fait, on peut tout à fait entendre votre réflexion, et je pense qu'elle est pour partie partagée. C'est-à-dire que ce qui est critiqué aussi, c'est et comme souvent, quand une notion devient un peu populaire, médiatique, comme ça, en fait, c'est une notion qui, pour le dire un peu de façon triviale, qui a très bien marché, quoi. Dès lors qu'on a commencé à parler d'anthropocène, ça a été beaucoup repris par les médias. Il y a pas mal de chercheurs qui se sont penchés sur la question. Et donc c'est une notion qui a un pouvoir d'attraction assez fort, et qui pour partie consiste à, bien sûr, c'est vrai, elle n'invente pas fondamentalement des choses très neuves, si ce n'est, encore une fois, le fait de souligner la longue durée aussi bien du point de vue d'un point de vue historique que du point de vue de la façon dont des phénomènes comme le changement climatique, comme l'érosion de la biodiversité, nous conduisent à penser ces transformations vont s'étaler sur des durées très très longues. Et je pense que cette compréhension de la très longue durée des changements imposés par les humains aux systèmes, aux écosystèmes et aux systèmes climatiques, elle est quand même, l'Anthropocène a permis de renforcer cette prise de conscience. Cela dit, il ne s'agit pas de dire que l'Anthropocène révolutionne la pensée environnementale. Je partagerai complètement votre point de vue si quelqu'un, vos réticences à penser ça. Mais c'est simplement, en fait, c'est un concept qui devient structurant, comme a pu l'être celui de la crise environnementale. Typiquement, par exemple, bien sûr que beaucoup de choses qui ont été pensées dans le cadre de la crise environnementale sont toujours justes aujourd'hui et ont été dites. Simplement, c'est vrai que parler de crise environnementale, c'est encore se trouver dans une situation où on pense qu'on va pouvoir en sortir. L'enjeu est de trouver les solutions nous permettant de sortir de cette crise. L'Anthropocène, il y a quand même cette dimension, qu'on l'appelle Anthropocène, Capitalocène, différentes manières, c'est de se dire, en fait, non, on ne va pas sortir de cette situation, ni à court ni à moyen terme. Donc, on pense dans cet horizon-là. Maintenant, il y a une diversité de possibles qui continue à s'ouvrir à nous. Et c'est pour ça que ce que je voulais critiquer dans l'opposition entre bon et mauvais anthropocène, c'est que dans l'un comme l'autre, il n'y a pas d'alternative. Pour reprendre la traduction sur il n'y a pas d'alternative. En fait, dans l'un, on a la catastrophe qui est inéluctable. Dans l'autre, en fait, la seule trajectoire possible, c'est de poursuivre dans la même direction et en accélérant encore ce développement technologique. Il me semble que ces deux solutions, elles sont insatisfaisantes précisément parce qu'elles ne permettent pas de penser, de réouvrir certains possibles dans un cadre qui est celui de l'Anthropocène, qui est celui dans lequel on va devoir vivre, dans un contexte plutôt anthropocénique, dans lequel on va devoir vivre et dans lequel les sociétés humaines vont devoir se développer pendant un certain temps. Donc, cette dimension de longue durée, elle me semble
elle est bien sûr pas neuve, et vous avez tous les travaux des historiens, et paradoxalement, en particulier des historiens qui ont contribué à introduire la notion, qui font tout un travail pour montrer comment cette appréhension du temps long, on en trouve des traces bien avant le début du XXIe siècle, et donc qui avait certaines pensées. Alors, vous avez le bouquin qui vient de sortir là sur les révoltes du climat de Jean-Baptiste Fressos et Fabien Locher, qui essaye de montrer justement comment il y avait déjà tout un certain nombre de savoirs qui se sont développés progressivement dès le XVIIIe siècle sur ce qu'ils appellent le changement climatique. Mais donc, il ne s'agit pas de dire que l'Anthropocène révolutionne la pensée environnementale. Je partage votre point de vue sur ça. Juste une petite remarque sur les courbes de la grande accélération. Oui. Que vous avez montrées. Je vais montrer. Une des choses qui me gêne un petit peu dans la rhétorique de l'Anthropocène, c'est ce qu'on voit sur ces courbes, par exemple, puisqu'on compare un peu des carpes et des lapins déjà, mais bon. Oui. Mais surtout, moi je suis historien de l'environnement, là-dedans il y a des choses qui sont à des degrés de certitude absolument disparates. C'est-à-dire que bon, on peut avoir des connaissances globalement aujourd'hui sur le réchauffement climatique, si on a des connaissances solides qui nous permettent de tracer une courbe à cette échelle-là. Mais par exemple, quand on voit dans cet ensemble de courbes les grandes inondations, par exemple, alors ça c'est totalement fantaisiste, on est absolument incapable de mesurer la quantité de grandes inondations à cette échelle de temps-là. Et puis il y a des sous-entendus en permanence derrière les courbes. Alors par exemple, la courbe sur la quantité de terres domestiquées qu'on voit en bas à droite, sous-entendrait qu'une terre domestiquée, c'est forcément un problème, c'est forcément une question négative en fait. Je ne sais pas, aujourd'hui, des historiens, par exemple, je travaillais sur les montagnes européennes, les historiens montrent que la conquête néolithique et plus tardive aussi des grands pâturages dans les Alpes ou dans les Pyrénées a fait exploser la biodiversité dans un sens extrêmement favorable. Donc une conquête de terre n'est pas forcément un problème du point de vue de la biodiversité et de quantité d'autres points de vue. Donc tout ça, ça sent quand même une espèce de bricolage plein de sous-entendus, de non-dits en fait, et puis aussi un bricolage qui abuse un petit peu avec la connaissance scientifique. Il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on sait moins bien, des choses qu'on ne sait pas du tout. Et là, on met tout à égalité, puis on fait monter des courbes, et il y a quelque chose d'un peu désarmant là-dedans. Voilà. Oui, non, mais c'est ce que je suis passé rapidement en disant on peut voir que des choses très hétérogènes cohabitent dans ces courbes où on a aussi la courbe des restaurants McDonald's à côté de déplétion de la couche d'ozone. Donc pour moi, c'est aussi une illustration de la manière dont la notion a été introduite dans le débat. C'est-à-dire, elle a été accompagnée par ces courbes pour contribuer à cet effet de sidération voulant souligner l'ampleur des transformations en cours. Donc, c'est plus une illustration. J'avais compris. Oui. Mais non, mais je souscris à la remarque. Après, et après, voilà, c'est très clair que on peut sur la base de ce type de courbe faire dire beaucoup de choses au graphe. Bon, cela dit, sur l'augmentation, c'est vrai que durant cette grande accélération, sur l'augmentation des flux de matière et d'énergie, sur l'augmentation, il y a quand même il y a certains chiffres qui sont assez significatifs. Et de ce point de vue-là, la grande accélération a un sens quand même, mais pas nécessairement bien représenté par ces courbes. Okay. D'autres remarques? On a encore 4 minutes pour profiter de Rémi.
Si vous avez des remarques, des questions, comme on a dit tout à l'heure. En tout cas, je te remercie beaucoup, Rémi. C'était vraiment Bien, non, c'est moi. de faire le point sur cette notion, ses limites, et puis son efficacité rhétorique aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça Ouais. qui est marquant quand tu as dit il faut. Alors moi, ce que je retiens un peu, c'est qu'il il s'agit pas de ne retenir que ça, mais précisément, c'est ce que tu as montré. Donc il faut la prendre un peu au sérieux quand même. Mais qu'en même temps, elle a surtout une force rhétorique, de récit. Elle a aussi cette force-là, quoi. Hein. Oui. Ben, disons que oui. Enfin, je crois il faut prendre au sérieux les critiques qui se sont construites à partir de l'introduction de cette notion. C'est-à-dire, par exemple, il faut prendre au sérieux les notions de capitalocène, les notions de plantationocène, pourquoi pas, Terre-Bossède, etc. Et donc, il faut prendre au sérieux, je pense, les débats qui s'en sont suivis. Tout à fait. OK, très bien. Non, mais très intéressant. Donc, merci beaucoup, Rémi. On espère se revoir rapidement. Oui. Et puis, merci à tous d'avoir suivi la conférence. Et on se quitte sur ces mots. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Rémi. Soirée.